Bien, eh bien, bienvenue pour ce 70e épisode de DevDevDev.net. Alors aujourd'hui, c'est la semaine après la fameuse Microsoft Build qui a eu lieu à Redmond, enfin à Seattle plus exactement, la semaine dernière. Donc comme vous avez pu le voir, c'était du 99,9% de l'IA en permanence, quoi. Il y avait que ça. J'ai fait une petite statistique. Il y avait à peu près, il y a 188 sessions. Sur les 188 sessions, il y en a 178 qui parlaient d'IA. Donc, pour vous donner un ordre de grandeur. Et si on regarde, j'ai fait juste un filtre, je voudrais voir toutes les sessions qui parlent de C Sharp. Bon, les sessions qui parlent de C Sharp, il y en avait 22. Donc, ça vous donne un petit peu l'ordre de grandeur. Et sachant que sur les 22, il y en a 20 qui parlaient d'IA, hein. Donc, même Aspire, là, le fameux Aspire, il y a la session il y avait une grosse partie qui était de l'IA. Bien, pour ce podcast qui va être consacré à la build, et alors le but c'est de faire une session sans IA, donc ça va être relativement court. J'ai la joie de recevoir Clément Sagnier, bonjour. Bonjour. Donc, freelance chez Digitalcraft, spécialiste des technologies .NET, Azure et Blazor, est écrit régulièrement chez Programmer et dans ton blog dans le blog godreview.com. C'est ça. J'ai également Laurent Campé, bonjour. Bonjour tout le monde. Microsoft MVP depuis 2003, catégorie développeur technologie, team leader et distinguished solution architect chez Tinubu. C'est tout nouveau. Et Christophe Maumer, bonjour. Bonjour. Oula, il respire la joie. Ah, c'est l'épuisement de la journée, là. C'est la fin de la journée, ouais. Microsoft MVP depuis 2022, développeur technologie, freelance et auteur du site de e-learning HTS-Learning et animateur de la chaîne YouTube et auteur de plusieurs livres sur C Sharp, Docker, Blazor et j'en passe. Alors pour commencer, parce que Laurent il est pressé là, il a piscine juste après là, il a aquaponé. Donc toi tu voulais nous parler non pas d'IA, mais tu voulais nous parler de .NET.exe. Bah non, je voulais parler d'IA, mais tu m'as forcé de ne pas en parler. Donc, voilà quoi. Donc là, j'ai vu une petite vidéo de 10, 12 minutes, 15 minutes maximum, je crois. C'est à propos d'une nouvelle fonctionnalité qui arrive, qui est déjà là en fait. On y a accès dans la .NET 10 Preview 4. Et c'est la possibilité de runner, d'exécuter, Oui, d'exécuter, oui. d'exécuter un fichier CS, donc un fichier C Sharp, sans avoir un CS proj ou un .sln de solution. Donc on peut taper maintenant .NET Run mon programme.cs et ça va exécuter le programme qui est dans le LOCS. Donc derrière ça, bien sûr, il y a toute la phase de compilation qui existe et qui est toujours là, mais qui est masquée, quoi. Et donc on n'a plus besoin de CSproj, on n'a plus besoin de .sln. Alors bien sûr, c'est pour des petites choses. projets, L'idée, c'est en fait de rendre le truc un peu plus simple pour les gens qui commencent en C Sharp. Ou avant, quand on faisait un bet Hello World, eh ben, on avait le fichier hello.css, pardon, avec console write line Hello World, qui était dans un main. Ça a déjà été un peu changé dans les releases d'avant, qui avait des using devant. Enfin, il y avait plein de choses, et le CSproj, et des fois le solution file. Donc, leur idée, c'est de simplifier tout ça et d'avoir juste un fichier, par exemple, hello.css, avec le console write line Hello World. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? On peut aussi importer des nuggets. Donc, c'est assez intéressant. Donc, pour ça, ils ont choisi une. D'ailleurs, le projet me fait penser à un truc qui existait dans l'open source qui s'appelle .NET-script, hein. Même les notations, je crois, sont relativement similaires. Donc là, pour importer un nugget, on peut faire le signe sharp, H, deux points, et package, et le nom du package, et at, et la version. On peut utiliser même des étoiles
pour le signe multiplié pour dire je cette version ou plus récent, etc. Donc ça, c'est assez sympa. On peut aussi définir le SDK, donc c'est pas que pour de la command line. La vidéo, elle montre deux projets, une Web API et un projet Razor, une Razor App. J'imagine qu'il y a d'autres projets qui peuvent être, qui doivent marcher aussi. Un autre truc qui est sympa sur Linux, donc ce dont je vais parler ne marche pas sur Windows, en tout cas pas maintenant. Je ne sais même pas si c'est prévu. Il disait que peut-être, mais enfin, c'est pas sûr. Mais sur Linux, en fait, on peut utiliser la notation hash, point d'exclamation, et mettre, en fait, associer à un fichier une commande. Et donc là, on peut faire le hash, point d'exclamation, .NET Run. Et en fait, sur Linux, on va pouvoir taper hello.css, enter. Et si on a changé le mode d'exécution et mis la possibilité d'exécuter, donc le petit X qu'on a, les RWX sur Linux, et ben, en fait, le .NET Run avec le nom du fichier CS va être exécuté en background, la compilation va s'exécuter et puis l'exé va être lancé. Donc on peut taper hello.cs, enter, et ça va exécuter la petite application qui se trouve dans notre fichier. Ouais. Ouais. Est-ce que tu sais si tu peux avoir plusieurs fichiers .cs ou tu es limité à un seul? Je sais pas, honnêtement, j'ai pas regardé plus que ça. Je sais que par exemple, tu peux avoir les fichiers Razor, etc. pour ton projet web. Plusieurs fichiers CS, je sais pas, j'ai pas regardé. D'accord. Mais je me posais aussi la question, c'est une bonne question. Et puis le dernier point, c'est que en fait, quand on part d'un fichier CS comme ça, ils fournissent un outil .NET qui est lié à .NET Project. Et on peut taper .NET Project Convert, le nom de notre fichier, et puis ça va créer le CS Proj à côté, quoi. Je sais plus s'il crée aussi le solution file, à vérifier. Mais en fait, ça permet de commencer rapidement et puis de convertir un projet qui va grossir. Moi, le premier truc auquel j'ai pensé avec ça, c'est de me dire, peut-être que nos builds, nous on utilise Nuke Build, c'est du CS Proj, c'est du CS. Peut-être, pourquoi pas, avoir un truc, peut-être pour les cas simples, avoir juste un fichier CS au lieu d'avoir la solution et tout ça pour pouvoir compiler et runner nos tests, etc. Ça pourrait être sympa. Du coup, maintenant, les fichiers .cs vont passer par les comment ça s'appelle je vais y arriver. Les antivirus. Ah, c'est un bon point, ça, ouais. Je sais pas, parce qu'il doit quand même produire derrière l'exé et tout ça. Donc ça, je pense qu'effectivement, ça va être quand même contrôlé par l'antivirus. Donc le fichier CS, je pense qu'il reste ce qu'il est. C'est plutôt ce qui va sortir du .NET Run, quoi. Enfin, du .NET Build qui continuera à être scanné par les antivirus, bien sûr. Ça reste vraiment un mode d'exploitation côté dev parce que du coup, tu as besoin du SDK pour ça. Tu peux pas faire un package runtime. Voilà, c'est pour du script. Moi, je vois vraiment ça pour du scripting. La question que je me pose, c'est ça par rapport à PowerShell. Comment ça va évoluer? PowerShell, c'est une espèce de .NET déguisé. Donc, ils sont en train de faire en sorte qu'on puisse faire pareil côté .NET sans se taper la syntaxe de PowerShell qui, des fois, fait signer des yeux. C'est multiplateforme pareil. Ouais, c'est vrai qu'il y a un peu un doublon là par rapport à ça. Il faut voir si justement en fait on peut utiliser plusieurs fichiers, inclure un module, un autre module. Enfin, on pourra le faire à travers des packages NuGet bien sûr, mais peut-être de façon plus simple. Mais ouais, clairement les scripts. Moi, c'est ce que je pensais avec le script de build, quoi, par exemple. Ça peut être un peu n'importe quoi, c'est vrai. C'est sympa aussi quand on veut. Je voulais tester. Moi, ce week-end, je jouais un peu avec les .NET Channels là. Et puis, franchement, avoir juste un petit truc où on crée un fichier et c'est super rapide, quoi. Donc, ça, c'était pratique, quoi. Pour ça, c'est pratique, je trouve. Tu joues avec ce que tu veux. Moi, j'ai joué au golf, mais bon. Ok, bon. Mais quel frimeur, punaise. J'ai bien joué en plus. Bon, bref, on s'en fout un peu. Bien, merci Laurent. Christophe, toi, tu nous parlais de C# pour de vrai.
Enfin, quand je dis pour de vrai. Sans IA. Ouais. Moi, je vais parler un petit peu de la fin de la conf C#, parce qu'ils ont annoncé du work in progress, probablement pas pour C# 14, mais peut-être après. En fait, on va revenir un poil dans le passé. Ils ont mis en place depuis quelques versions de C# le pattern matching sur les collections. À la base, c'était juste sur le pattern matching. On peut faire if, malist, id, crochet, crochet pour dire ma liste est vide. Et ils se sont rendus compte que c'était vachement sexy comme syntaxe, donc ils en ont fait des init de collection. C# 13, je crois, si je ne me trompe pas, où tu peux faire ma liste, liste de int list est égale à crochet, crochet, liste vide ou crochet 1, 2, 3. Donc ça, c'est une syntaxe que perso, j'ai adoptée. Et en fait, parmi les remontées qu'ils ont eues de la communauté, c'est ouais, c'est cool pour les listes, c'est cool pour les tableaux, mais on peut pas le faire pour les dictionaries. Et là, ils se sont mis à table, ils se sont dit, tiens, on va sortir une nouvelle syntaxe pour les dictionaries. Et ils sont arrivés avec un monstre, enfin en tout cas, moi, ce que j'estime être un monstre. J'en ai parlé dans ma dernière vidéo d'ailleurs, parce que je trouve ça un poil trop abusé. C'est-à-dire que pour les dictionaries en C#, on peut initialement les initialiser avec dictionary D qui est égal à new dictionary. Et en fait, tu utilises les accolades clé, virgule, valeur. Tu dupliques en fait cette ligne X fois pour faire tes key value pairs. Puis en C# 6, ils se sont dit, on va reprendre la même syntaxe, crochet, la clé est égale à la valeur. Donc déjà, tu as un changement de syntaxe. Tu passes de crochet, clé, virgule, valeur à accolade, clé, virgule, valeur à crochet, clé est égale à valeur. Bon, ça fait encore sens, crochet, clé égale valeur, parce que après, tu peux utiliser comme ça. Et moi, je me suis dit, vu que on est crochet clé égale valeur, peut-être qu'avec les accolades, ils vont juste faire accolade ouvrant, enfin crochet ouvrant, crochet fermant, puis crochet clé égale valeur. Bah non, ils sont arrivés avec une nouvelle syntaxe, encore une fois, ils ont fait clé 2 points valeur. Donc on a maintenant les collections d'initialisation de dictionary, c'est ouverture des crochets, clé 2 points valeur. Donc on a 3 syntaxes pour faire la même chose. Donc là, déjà, je pense que c'est un peu moyen d'arriver sur le même langage avec 3 syntaxes pour faire exactement le même truc. Ils auraient pu essayer de faire une uniformisation sans casser les précédents, garder un minima crochet clé égale valeur. Mais en fait, ce qui m'ennuie le plus, c'est pas qu'on ait ces nouvelles syntaxes. À la limite, on pourra s'y faire parce que bon, pourquoi pas. C'est ils se sont dit aussi, ouais, alors c'est super cool de pouvoir faire des collections simplifiées, mais en fait, on a un problème avec le dictionary qui ressort plus qu'avec les autres. C'est que quand les gens font des dictionaries, ils aiment bien passer, par exemple, à string comparer quand ta clé de dictionary, c'est un string pour dire je veux ignorer la case, par exemple. Et vu que quand avec les crochets, tu peux pas spécifier le constructeur, c'est un peu dommage. Comment on peut faire? Et ils ont eu la merveilleuse idée, ça je trouve ça vraiment fabuleux, de dire on va utiliser un mot-clé du langage qui sert à totalement autre chose pour le mettre en premier paramètre. Donc, ils ont repris le mot-clé with, qui sert à cloner des records et des structs. Ils l'ont balancé en première place de la collection expression et ça devient ton constructeur. Donc, tu fais with, entre parenthèses, tes paramètres de constructeur et après, tu mets virgule, tes key value pair et tout ça entre crochets. Alors, j'en ai fait une vidéo justement pour partager cette nouveauté et donner mon avis que je trouve que c'est un peu. Je suis moyennement convaincu parce que je trouve qu'on commence à avoir des syntaxes qui partent dans tous les sens en C# pour faire exactement la même chose, qui risquent en plus de troubler les nouveaux venus. Et le fait d'utiliser le même mot-clé with pour faire du clone d'un côté avec un record ou une struct et après te le taper pour dire en fait c'est ton paramètre de constructeur. Alors je sais qu'il y a des mots-clés qui servent à plusieurs choses comme new par exemple qui est de base pour faire de l'instanciation, mais tu peux mettre new dans les méthodes pour faire du masquage, des trucs comme ça. Donc ok, ça existe déjà. Mais là, je suis pas vraiment fan de cette nouvelle syntaxe pour passer les paramètres. Et puis, pourquoi que le dictionary et pas la liste, par exemple? Pourquoi est-ce que je pourrais pas faire ça sur une liste? Je peux faire ça qu'avec le dictionary. Et puis, pourquoi mon with, c'est le premier paramètre entre crochets? Pourquoi il n'est pas dehors? Juste avant, with, parenthèse, parenthèse, puis les crochets, pour dire que c'est vraiment le constructeur, quoi. Donc, je trouve que la syntaxe amenée alors, c'est toujours du work in progress, donc peut-être qu'il va y avoir une levée de bouclier de la communauté, ou peut-être que c'est déjà tellement avancé que c'est déjà entériné, je sais pas. Mais bon, voilà, ils font des modifs sur le dictionary pour introduire cette collection et je trouve qu'ils sont un petit peu en train de tordre la syntaxe, ce qui risque de créer plus de confusion que d'apporter de bénéfices à mon sens. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai pas été emballé par la fin de la conf qui disait ouais, voilà, les trucs sur lesquels sont in progress, d'habitude c'est un peu pétillant, quoi. C'est les trucs C# qui sont un peu ouais, on va voir sous le capot, machin, et c'est super sexy, et là ils sont arrivés avec un truc complètement claqué au sol. Moi, j'ai un peu l'impression qu'avec C#, ils arrivent quand même un peu au bout et à chaque fois, ils essayent de trouver quelque chose de nouveau, rajouter quelque chose de nouveau dans la syntaxe. Bon, et personnellement, je suis pas non plus enthousiaste fortement dans toutes les dernières nouveautés qu'il y a eu dans la syntaxe. Alors, c'est peut-être mon côté vieux con qui dit c'était mieux avant. Mais je trouve, enfin, des fois, je trouve que ça complique plutôt que ça simplifie, quoi. Ouais, tout à fait. Et là, en fait, c'était aussi ce fait de dire, tiens,
on fait une version de C# par an, il faut forcément qu'on ait un truc dedans. C'est un peu dommage. D'ailleurs, je pense qu'il ferait bien d'aligner C# et .NET en termes de versionning, parce que le nombre de fois où je dis alors c'est .NET 10 et en face c'est C# combien? Ah, c'est 14, il y a un décalage. Mais il faudrait peut-être freiner un peu et se poser le temps sur les vraies questions. Par exemple, il y a des trucs, leur extension everything aussi, je suis pas spécialement convaincu. C'est juste une nouvelle syntaxe. Tu peux rajouter des propriétés, mais sans état. Alors, j'ai donné une astuce pour pouvoir le faire avec un état, mais ils vont de toute façon pas l'implémenter. Donc voilà. Comme tu dis, j'ai l'impression qu'on arrive à une accumulation de features juste parce qu'il faut sortir un truc et essayer d'intéresser les nouveaux venus en trouvant des syntaxes proches de Python, de JS ou d'autres langages sexy. De Sharp. Voilà. Ou du fonctionnel. Hein. Typiquement des langages fonctionnels qui effectivement peuvent avoir leur attrait et du coup on essaye, mais je suis assez d'accord. Hein. C'est vrai qu'on les utilise pas tous les jours en plus ces syntaxes, donc et c'est assez rare qu'on les voit dans les projets. C'est vrai que c'est un peu dommage. Il y a peut-être d'autres choses qu'on pourrait essayer d'améliorer, même au niveau des perfs ou ce genre de choses dans le .NET. Donc. Alors c'est vrai que moi, avec ReSharper, de temps en temps, il me propose des simplifications. Je lui dis, vas-y, fais-moi la simplification. Je dis, qu'est-ce qu'il m'a écrit là? Je comprends plus rien. Donc, il y a des syntaxes qui sont sympas aussi, quand tu as moins à taper ou ce genre de choses, quand tu as des doublons de trucs, je trouve il y a des trucs qui sont pas mal aussi, quoi. C'est sûr que des fois, au début, c'est un peu choquant, quoi, ou c'est un peu... je suis pas très loin de l'âge de Richard, donc c'est vrai que des fois je peux être réfractaire, mais bon, nous c'est vrai qu'on a pris un peu l'habitude de regarder ces nouvelles features, d'y passer quand l'équipe trouve que ça apporte quelque chose. Souvent quand tu as moins à taper, comme tu disais, les crochets pour à la place d'un arrêt.empty ou de genre de choses, c'est pas mal, quoi. Et comme tu le dis, c'est super intéressant, c'est que parfois les nouvelles syntaxes, même elles sont plus accessibles et elles te permettent de gagner en perf. Exactement. Parce que combien de fois j'ai vu arrêt, au lieu de arrêt empty, j'ai vu new int crochet 0, quoi. Alors que arrêt empty, du coup, le compilateur, quand il voit crochet, il va utiliser le arrêt empty derrière parce qu'il sait que c'est optimisé. Quoi. Ok, bon, juste une petite news en passant. Il y a la première version de TypeScript native qui est sortie. Hein. Je dis ça en passant. Voilà. Bien, merci Christophe. Et alors toi, Clément, tu voulais nous parler un peu, on va retourner dans du web, parce que il y a eu quand même quelques petites annonces. Je crois qu'il y a eu 2 sessions sur le web. Je crois, mais il n'y en avait pas beaucoup, sans prononcer forcément le mot. Mais effectivement, il y a dont une session qui est, je crois que tous les ans, maintenant c'est une habitude où ils vont parler d'ASP.NET Core, Blazor et le futur de ces technos. Alors, futur, c'est un bien grand mot, hein. Ils vont surtout parler de l'actuelle version de .NET qui vont sortir en fin d'année, notamment avec .NET 10. Donc là, c'était Daniel Ross et Mike Kistler qui ont fait cette conf. Et du coup, en fait, ils ont parlé surtout autour de 4 points. La sécurité en premier, tout ce qui va être observabilité et diagnostic. Tout ce qui va être performance aussi, hein, puisque ça fait partie du package. Et puis à la fin, le 4e point, c'est un peu, je crois qu'ils sont en train d'essayer de se poser un peu sur toutes les problématiques remontées par la communauté, tout ce que les gens attendent, qui n'ont pas forcément pris le temps puisqu'ils ont voulu faire avancer le ASP.NET et Blazor. Et aujourd'hui, voilà, ils disent qu'il y a peut-être des choses à faire, essayer de voir des pain points, hein, comme ils disent, sur des retours d'expérience qu'ils veulent mettre en place. Alors, sur l'aspect sécurité, les 2 gros points que moi j'ai notés, c'est surtout l'ajout en fait de tout ce qui va être passkey, donc tout ce qui va être authentification sans mot de passe, un peu comme le PIN sur Windows. Une fois qu'on a rentré son mot de passe, on peut créer un PIN et du coup en fait on a la création d'une clé publique-privée qui va permettre d'allier un scope, un compte et une origine, et qui du coup va éviter de partager un mot de passe sur beaucoup d'applications. C'est-à-dire on peut avoir le même code PIN, mais du coup derrière, même si on récupère ce code PIN et on veut l'utiliser sur une autre application, et bien en fait ce code PIN ne va pas forcément marcher parce que du coup
toujours pareil, hein, si on utilise toujours le même, mais du coup, on est vraiment dans cette éviter de partager un mot de passe et du coup éviter de récupérer des informations confidentielles. Donc ils sont en train de travailler là-dessus. C'est pas encore sorti, je l'ai pas, ils ne sont pas l'avoir vu dans les previews. Parce qu'en fait, ils sont dans une étude, notamment de la librairie Fido2.net librairie, qui est déjà utilisée apparemment par de nombreux utilisateurs. Ils sont en train d'essayer de voir, soit pour l'intégrer, soit pour récupérer une partie du code. Pour la simple et bonne raison, c'est que dans Fido2.net librairie, on fait vraiment la partie authentification et la partie vérification de mot de passe. Et vérification, et du coup Microsoft, enfin, les équipes d'ASP.NET Blazor veulent surtout faire de l'authentification et pas créer un serveur vraiment de vérification. Pour ça, ils veulent utiliser Authenticator ou ce genre de choses. Donc du coup, je pense que c'est une bonne avancée, hein, quelque part. Ce que disait dans la vidéo, c'est qu'ils veulent offrir aux développeurs la manière la plus simple pour créer des applications sécurisées. Et donc voilà, donc dans la simplification, il y a aussi le refresh token automatique. Ça, c'est quelque chose qu'ils ont travaillé avec .NET 10, c'est pouvoir toujours éviter que les utilisateurs fassent le refresh automatiquement, les développeurs, et que du coup, dès qu'il y a besoin de faire un refresh automatique du token, que toutes les librairies le fassent eux-mêmes et qu'il n'y ait plus les soucis de refresh pour avoir vraiment une expérience utilisateur optimal sans compromettre l'expérience utilisateur où vous êtes obligé de vous réauthentifier ou ce genre de choses. Et au moins, comme ça, on va pouvoir faire des opérations peut-être sur la durée sans problématique. Et un autre point, oui, c'est vrai que j'avais noté sur la sécurité, c'est qu'ils ont écouté un peu certains retours sur GitHub ou des réseaux sociaux sur la documentation, sur la sécurité. Où beaucoup de développeurs se plaignaient du manque de documentation ou de problématiques pour mettre en place toute une partie de sécurité avec plutôt des scénarios assez avancés qui ont été obligés soit de faire eux-mêmes, soit de chercher. Donc du coup, ils se sont dit, bon, c'est peut-être l'occasion d'enrichir un peu la documentation sur Identity. Donc ça, c'est sur la partie sécurité. Sur tout ce qui va être observabilité et diagnostic, en fait, ce qu'ils ont présenté, c'était déjà présenté dans les previews 2, notamment sur la partie ils veulent enrichir les métriques, ajouter plus de métriques sur la mémoire, sur la sécurité, ils veulent faire de la métrique, ils ont fait de la métrique sur Blazor Server, notamment sur du Kestrel, sur l'authentification pour ajouter des métriques, et pour la simple et bonne raison, et c'est ce qu'ils vont pousser dans .NET 10, c'est qu'ils veulent mettre en avant tout ce qui est Aspire, cher à beaucoup de monde. Hein, ils veulent pousser les développeurs à utiliser de plus en plus Aspire pour faire leur application démarrer automatiquement avec Aspire. Donc en fait, ils enrichissent toutes les métriques justement pour pouvoir enrichir les tableaux de bord d'Aspire. Par contre, dans la Preview 4, chose assez intéressante, en fait, ils ont mis en place le profiling avancé avec Blazor WebAssembly. On va pouvoir, notamment avec les DevTools, avoir un peu plus de métriques, notamment du timeline sur du Blazor WebAssembly un peu plus avancé. Éventuellement l'exporter pour pouvoir voir dans Purview ou ce genre de choses. Donc ça, c'est ce qui est sorti avec la Preview 4, donc qui est sorti il y a 10 jours, 15 jours, je crois. Donc ça va être... c'est surtout là-dessus qu'ils vont avancer sur cette partie-là. Côté performance, il y a 2-3 choses qu'ils vont mettre en place. Notamment, il y a toute une partie de la vidéo où ils parlent de la libération de la mémoire de Kestrel pour avoir une meilleure gestion de la mémoire et éviter de garder trop d'éléments en mémoire et de pouvoir, quand il y a des moments un peu d'accalmie sur un serveur Kestrel, va pouvoir libérer de la mémoire dynamiquement et du coup améliorer en fait les perfs de Kestrel directement. Sur Blazor, ils ont aussi travaillé sur Blazor, notamment là c'est sorti avec la Preview 4 sur la partie framework du Blazor. Donc ils ont mis tout ce qui était le fingerprinted en place, la compression, et en fait ils veulent se rapprocher de ce qui est fait avec du JS, c'est-à-dire mettre en cache toute la partie static file, du coup pour améliorer les performances de Blazor. Et sur la partie Blazor WebAssembly,
Même chose, en fait, il y a toute une notion de preload. En fait, ils ont testé, enfin, ce que disait Daniel Ross, c'est qu'ils ont testé plusieurs manières de mettre en place du preload sur certains fichiers, le .NET.js ou ce genre de fichiers, et de voir à quel moment c'était le plus performant de le mettre, de l'injecter et de le mettre en cache. Et donc, du coup, en fait, ils ont testé, ils sont arrivés un peu à quelque chose d'optimal entre le besoin que ce soit en cache et de faire du preloading et le fait que ça dérange pas trop non plus l'expérience utilisateur, que ça télécharge pas toutes les librairies .NET. Donc, du coup, voilà, c'était assez intéressant. Mais même chose, c'est dans la preview 4, donc, qui est sortie il y a 15 jours. Et enfin, voilà, pour finir un peu les pain points sur, sur cette vidéo sur le futur de .NET et notamment .NET 10. Il y avait toute une partie aussi sur les minimal APIs. Alors, je disais que tout à l'heure que effectivement, on avait la mise en avant d'Aspire. Et ben, ils veulent aussi que les minimal APIs soient mis en avant aussi dans l'univers .NET. C'est plus ça vers ce que les développeurs voudraient. Les développeurs .NET d'ASP.NET Core voudraient, c'est qu'on utilise beaucoup plus les minimal APIs. Et là-dessus, en fait, ils ont intégré toute la partie AOT qui permettent d'améliorer les performances et la validation des templates en fait des minimal APIs. Donc voilà, donc il y a ça. Il y a le fait aussi. Alors, je ne sais pas si vous l'utilisez, mais dans le fait de pouvoir faire des patchs, le JSON patch, qui n'existait pas dans System Text JSON, et qui contraignait les utilisateurs à utiliser toujours NewSoft JSON, et qui du coup devaient soit avoir les deux, soit remplacer tout leur package de JSON. Et du coup, ça a été intégré maintenant dans System Text JSON. Donc voilà. Et du côté de Blazor, il y a pas mal de choses qui ont été ajoutées. Même chose dans la preview 3, tout ce qui est la persistance du state de Blazor. Pouvoir notamment avoir une persistance sur les datas qui ont déjà été chargées et éviter de recharger quand on charge l'HTML. On a déjà chargé les données et du coup, on n'a pas besoin d'aller rechercher les données sur une API ou ce genre de choses. Donc maintenant, on ne sera plus obligé de le faire. On aura un attribut qu'on pourra mettre sur une liste ou ce genre de choses en disant ça, c'est peut-être déjà préchargé. Donc vérifie avant de leur demander les informations. Donc il y a ça. Et puis ce qu'ils avaient annoncé aussi déjà dans le preview 2, je crois, sur le Blazor Server, le fait qu'on va pouvoir plus facilement mettre un écran de reconnexion si on perd la connexion avec Blazor Server, par exemple. Donc ça, c'est des choses qu'ils avaient déjà annoncées et qu'ils ont réannoncées. Et une dernière chose, en fait, que je voulais ajouter, que j'ai vu vraiment à la fin et que j'avais pas forcément vu, c'est le fait de gérer plus facilement les tests d'intégration sur des applications Blazor, avec la possibilité, notamment avec Playwright, de lancer un serveur orchestral directement en fait dans le serveur de test pour justement mieux gérer la notion de test d'intégration avec si on a besoin d'accéder à certaines pages ou si on a besoin chose qui n'était pas toujours évident avant parce qu'il fallait monter le serveur ou alors le mettre peut-être dans du Docker ou ce genre de choses. Là, en fait, pouvoir le monter directement en mémoire, tout en mémoire, ce qu'on fait déjà pour les API, mais là avec du Blazor. Donc ça, c'était plutôt intéressant. Il montrait une vidéo, c'est dans les preview 4, donc j'avoue que ça, c'est quelque chose que j'aimerais bien tester et pourquoi pas, peut-être une prochaine fois faire une petite présentation de cette partie-là, qui me paraît plutôt intéressante. Okay. Donc voilà, c'était vraiment, c'était le futur de .NET, mais surtout le futur assez proche. Ouais. J'imagine qu'ils n'ont pas forcément une horizon 5 ans, mais c'est vrai qu'on aurait bien aimé voir un peu plus, essayer de se poser des bonnes questions sur vers où on va. On parlait du .NET, du C# tout à l'heure, c'est vrai qu'ils ajoutent toujours des choses, mais peut-être avoir quelque chose sur la durée, voir et l'année prochaine, et dans .NET 11, est-ce qu'il y a déjà des choses qu'ils ont déjà pensé ou pas. Ça aurait pu être intéressant.
je pense, sur cette vidéo. Mais en tout cas, elle était très intéressante et ça permettait d'introduire, puisqu'ils sont déjà à la preview 4. L'été approche, donc j'imagine que bientôt il y aura peut-être la release. La version RTM. Ouais, la version qui peut sortir peut-être d'ici fin de l'été. Donc, au moins une ERC bientôt, quoi. Ouais, tout à fait. Ouais. Tout à fait. D'ailleurs, je ne sais pas, mais je me trompe peut-être, mais dans les 2 principales keynotes, je les ai jamais entendus parler de .NET 10. Je me trompe ou moi, .NET, je crois pas. Moi, j'ai vu que ASP.NET Core et Blazor 10, ce qu'ils vont intégrer dans la version .NET 10, mais effectivement, j'ai pas vraiment d'informations là-dessus. Et puis, c'est vrai que C# est passé aussi. Moi, j'ai pas rattrapé tout mon retard et les keynotes, je regarde pas plus que ça. Là, j'en ai 2 en bookmark à regarder de vidéos. Justement, celle dont je viens de me faire spoiler allègrement par Clément. Mais ça me permettra de. Non, mais ça me permettra. Non, mais par contre, les présentations sont quand même toujours bluffantes. Hein. C'est vrai que ça. C'est à l'US, c'est de façon américaine. Ouais. Je vais le rattraper. Puis de toute façon, voilà, je suis en train de planifier aussi ce que je vais publier sur la chaîne en termes de roadmap. Donc, je vais rattraper. Super. Mais ouais, j'ai vraiment suivi à la demande parce que je suis sous l'eau en ce moment, donc j'ai pas spécialement suivi la keynote. Ok. Je peux pas te dire. Bon, tiens, si tu veux une idée de vidéo, Christophe, tu sais le système .text.json, la sérialisation en AOT, comment ça se passe? Voilà. J'avais déjà abordé le JSON patch et d'ailleurs je rebondis sur ce que Clément a dit là-dessus. Ils ont mis le JSON patch, ce qui est intéressant. Alors c'est à double tranchant le JSON patch parce que du coup il y a un gars qui a fait une remarque sur ma communauté que je trouve assez intéressante ça fait un endpoint générique qui perd tout son sens. Parce que du coup tu vas patcher un objet mais tu perds le sens de ce que tu veux faire derrière éventuellement. Par contre, ils ont précisé aussi que pour le moment, ils gèrent pas tous les scénarios et notamment, alors il faut être un peu fou pour faire ça, mais des JSON patch sur les expand objects, ils le gèrent pas. Il faut passer par Newtonsoft pour faire ce genre de scénario. Bon, je sais pas qui fait ça, mais voilà, ils n'ont pas encore tout géré et il paraît que la perf fait mieux, mais bizarrement, ils ont publié aucun comparatif. D'habitude, ils le font toujours en disant regardez, on consomme moins de mémoire, on est plus rapide. Là, ils ont juste dit non, mais on est meilleur. Croyez-nous sur parole. Ouais, tout à fait. Ouais, mais c'est la question que je m'étais posée aussi, puisque quand on regarde la vidéo, moi j'avais l'impression que c'était quelque chose d'extraordinaire, mais c'est vrai que je suis un peu sceptique sur le JSON patch, justement parce que on perd en fait tout le côté métier derrière, en fait. Enfin, se dire on va juste patcher du JSON, c'est un peu. Donc bon. C'est flexible et tout. Après, voilà, il faut faire gaffe de ne pas en abuser. Il ne faut pas que ça devienne ta seule façon de mettre à jour tes objets, par exemple. Et en plus de ça, se pose aussi la question de la partie sécurité et la partie conformité de la validation, quoi, parce que JSON patch, c'est super flexible. Tu donnes un chemin, tu dis à ce chemin-là, tu rajoutes un nœud, là, tu vires ça, là, tu ajoutes ça. Après, tu vas devoir dire à ton objet, tiens, maintenant que tu as fait toutes ces modifs, valide-toi, s'il te plaît, pour vérifier que tu n'es pas complètement foiré. Voilà. Tout à fait. C'est un peu ça. Alors que quand tu fais un post ou un put, tu as déjà toute une logique dans ton body qui peut faire des validations à la base sur ton modèle. Donc, à voir. Moi, je me suis demandé si c'était pas une feature vraiment en interne pour Cosmos DB. Où effectivement on a la possibilité de faire du patch sur des documents JSON et que du coup peut-être que aujourd'hui j'utilisais NewStation, donc voilà. Peut-être. Okay. Et alors, si je veux rebondir sur un autre truc que tu as dit aussi, c'est quand tu as dit qu'ils ont, pour la partie clé de sécurité, j'avais vu une démo là-dessus aussi, ça c'est vrai, je trouve ça vachement cool. Mais le fait qu'ils sont en train de lorgner du côté d'un package communautaire, j'ai peur que ça fasse une Newtonsoft ou une OpenAI. OpenAI, voilà, tu vois, je l'ai dit. Non, OpenAPI, pardon. En mode, tiens, on va prendre un package communautaire, genre ils ont pris Swagger et Newtonsoft, et après ils vont dire, on le dégage, démerdez-vous, refactorisez tout. Ouais, tu vois, alors moi j'aimerais bien avoir ton retour du coup si tu la regardes, pourquoi pas, parce que c'est vrai que j'étais un peu d'un côté on a l'impression qu'ils se disent on regarde, on étudie un peu comment ça marche et on va peut-être faire notre version, et d'un autre côté j'avais l'impression qu'ils disaient on va peut-être l'intégrer parce que du coup voilà, donc ils parlent vraiment d'études, d'inspiration. C'est ce que j'ai compris, mais du coup, je me dis, en fait, ça se trouve, ils vont juste l'intégrer, et puis voilà. Donc c'est vrai que. Après, ils ont fait ça 2 fois.
Ils ont fait ça 2 fois. Ils partent d'un truc communautaire, ils l'intègrent et quand ils regardent si c'est utilisé ou pas, et après ils le changent par leur version custom. D'ailleurs, OpenAPI, ils continuent à bosser dessus parce que c'est pas feature complete, des features équivalentes par rapport à ce qu'il y a côté Swagger. Donc, ça risque de faire ça faisait partie aussi des pain points. Je ne suis pas passé dessus, mais justement, ils travaillent sur l'OpenAPI pour ajouter des features et tout ça pour être 100% compatible. Et alors, je serais curieux de savoir, parce que du coup, je ne l'ai pas regardé, mais je vais me spoiler à fond en tant qu'y être. Est-ce qu'ils ont continué à parler ou à développer autour de leurs endpoints d'identité là qu'ils avaient commencé à faire en .NET 8 en mode, je me connecte pour avoir un token, je me connecte pour un refresh token. Ils avaient fait 3-4 endpoints absolument pas configurable en .NET 8 là pour que les gens puissent créer une API qui soit automatiquement que tu puisses très facilement mettre en place un serveur d'identité dans ta propre API pour générer un JWT et il n'y a plus de nouvelles en .NET 9 et là non pour moi non ils ont passé vite fait sur ils ont passé quand même il y a toute une partie sur le passkey mais non ils n'ont pas parlé de cette partie là. Alors peut-être quand il a évoqué le refresh token automatique, peut-être, mais je crois pas. Je pense que c'est un truc je vais vérifier parce que ce qui a été abandonné. Pas utilisable. C'est toujours pas utilisable. Je veux dire, ils ont fait 4 endpoints pour récupérer un token JWT machin avec des email sender que tu peux injecter pour dire comment t'envoies des emails, mais tu peux pas customiser le template de l'email. T'as pas de point d'insertion d'extension, t'as rien. C'est une catastrophe. Tout à fait. Bien. Écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Merci pour votre intervention. Donc, c'était ce retour sur la build sans IA. Et puis, écoutez, à la prochaine fois. Ciao tout le monde. Ciao. Au revoir. Ciao.